Ce balado est propulsé par Kaleido, l'épargnitude qui en fait plus. Bienvenue dans l'univers à la hauteur de nos tout-petits. Je m'appelle Maggie Bélanger et j'aimerais d'abord vous demander d'aller mettre votre avis sur la plateforme audio sur laquelle vous écoutez l'épisode d'aujourd'hui. Si vous êtes sur YouTube, vous pouvez également aller mettre des commentaires parce que vous le savez, quand vous donnez votre avis, quand vous commentez, ça nous permet d'être encore mieux référencés sur les moteurs de recherche et ainsi de pouvoir accompagner encore plus de parents et de professionnels qui gravitent autour des tout-petits. Je vous préviens, le sujet d'aujourd'hui peut être polarisant. Le but, c'est d'amener à l'éveil, à la réflexion, qu'on se questionne sur ce qu'on met en place dans notre famille comme parents, mais aussi comme éducateurs ou comme enseignants. Alors, si vous avez des questions, des commentaires, je vous invite à nous écrire sur Facebook ou Instagram sur la page à la hauteur de nos tout-petits. Parce qu'on va parler de catégorisation des comportements. Est-ce que c'est une bonne idée? Et lorsqu'on parle de catégoriser un comportement bien, mal, ça nous amène aussi tous les systèmes de gestion des comportements. C'est comme parents, par exemple, le pot où on va mettre des billes à chaque fois que notre enfant va faire sa chambre, va accomplir les tâches demandées et qu'au final, à la fin de la semaine, s'il a atteint, par exemple, un certain nombre de billes, il y a une récompense. Ça peut être également les feux de circulation. Si l'enfant a fait le comportement attendu, il est dans le vert. Si c'est plus difficile, il est dans le jaune. Et si vraiment c'est difficile et que ça n'a pas bien fonctionné, on le met dans le rouge. Est-ce que c'est une bonne idée? Les nouvelles études nous montrent qu'il y a probablement d'autres approches à privilégier et c'est ce dont je vais discuter aujourd'hui avec Sarah Hamel et Mélanie Bilodeau, deux psychoéducatrices que vous aimez beaucoup. Et je vous le dis, les parents et tout particulièrement les professionnels, restez à l'écoute pour le segment coup de cœur parce que j'ai eu la chance de discuter avec Nancy Gaudreault, qui est professeure à l'Université Laval. Elle est également membre expert du CQJDC, qui est le Comité québécois pour les jeunes en difficulté de comportement. On va discuter avec elle du fait qu'un système tout seul de gestion des comportements, c'est pas efficace. Il faut modéliser le comportement attendu. Un système seul, ça n'enseigne rien à nos enfants. Est-ce qu'il y a donc des questions à se poser avant de mettre en place un système, que ce soit dans notre famille ou même dans la classe? Parce que Nancy va nous le confirmer, la mise en place d'un système, ça demande du temps, ça demande de la régularité et il y a quand même un coût associé à ça si à la fin de la journée, de la semaine, du mois, l'enfant obtient une récompense. Alors, on va discuter de tout ça dans le but de juger personne, mais simplement d'éveiller des questionnements, d'éveiller la réflexion afin qu'ensemble, nous soyons à la hauteur de nos tout-petits. Aujourd'hui, on va se parler d'un sujet qui va peut-être être polarisant, peut-être plus polarisant que d'autres sujets qu'on a abordés, mais je pense que c'est important de le faire parce que moi, quand j'ai vu passer cette information-là, c'est tout de suite venu me capter comme maman. Je le vis quotidiennement à la maison, la catégorisation des comportements de nos enfants et j'aurais même tendance à l'étirer de nous comme adultes. On parle par exemple de nos évaluations de rendement en ressources humaines. On doit se mettre dans des cases, là, tu sais, bien, mal, 1 à 10, bon comportement moyen, que ce soit en CPE, à l'école. Parfois, il y a divers modèles. Il y en a que c'est le vert, le jaune, le rouge, nuages, soleil, là, la pluie, là, oh là là, ça va pas bien. Deux psychoéducatrices d'expérience. Pourquoi on devrait peut-être adopter un autre regard, mettre une autre lunette que de catégoriser les comportements pour faire comprendre à l'enfant que c'était peut-être pas tout à fait ça? Avant d'embarquer dans le crunchy, là, je veux juste préciser que c'est confrontant de parler de ça parce que on amène des nouvelles connaissances. Fait qu'on n'est pas en train de dire, Mélanie puis moi, que ce que vous faites, c'est pas correct puis que vous êtes pas bon comme parent ou comme enseignant ou comme éducatrice. Nous-mêmes, en début de carrière, on recommandait ce genre d'affaires-là. Sauf que les connaissances ont évolué puis moi, j'étais hyper confrontée quand j'ai lu ces articles-là puis que j'ai appris ça parce que la dernière chose qu'on veut faire, c'est de nuire à nos petits clients ou à nos enfants. Fait que on s'entend tous là-dessus que
tout ce qu'on fait en intervention, on le fait dans le meilleur intérêt de l'enfant qu'on a devant nous. Puis, ben, ce qui est beau avec l'humain, c'est sa capacité à acquérir des nouvelles connaissances puis à évoluer à la lumière de ces connaissances-là. Ouais. Donc, on vous demande de justement écouter l'épisode avec cette ouverture-là. Oui, avec ouverture d'esprit. Puis accueillir la culpabilité que ça peut éveiller. Puis c'est correct si ça change peut-être pas demain matin aussi. Il faut se laisser le temps d'accueillir l'information. Bien, faut d'abord, c'est ça. Mais j'aurais pas mieux dit, Sarah. L'accueillir avec ouverture, puis prendre le temps de digérer ça. Mais avant de le digérer, il va falloir que tu l'avales. Puis là, après, tu vas le digérer. Puis ça va prendre un temps, puis c'est correct, puis c'est confrontant. Puis c'est tout le temps dans les affaires confrontantes, puis dans le malaise qui arrivent les plus beaux changement. C'est vrai. Alors, on va le voir comme ça, cet épisode-là. Ouais. Puis là, c'est ça. On part de toute capsule historique. Là. Ça fait des années que l'éducation est gérée par le behaviorisme. L'objectif du behaviorisme, c'est de façonner des enfants ou des adultes, comme tu parlais dans le monde du travail, qui répondent à des critères de performance ou des exigences. Des comportements attendus. C'est ça. Le chien de Pavlov, là, pour ceux qui savent pas ce que c'est, le behaviorisme, là, hein, je te donne un petit nanan, une petite clochette, je suis conditionné à. Sauf que ce que la science nous démontre, c'est que chaque comportement, aussi désagréable soit-il, a une fonction, il y a une raison d'être, ce comportement-là. Et on veut pas juste le taguer bon ou mauvais, on veut le comprendre, on veut aller voir au-delà du comportement pour déterminer, ben, à quoi ça sert ce comportement-là, à quel besoin ça répond. Puis c'est une fois qu'on va avoir vu au-delà du comportement qu'on va être capable d'intervenir de la bonne façon, parce que ce qu'on voit détermine ce qu'on fait. Si je vois du mauvais, je vais intervenir en fonction de ça. Mais si je vois un enfant qui a besoin d'aide ou qui a un besoin non répondu, ben mon intervention va être tout autre. Mais le behaviorisme amène toujours, mais cette idée aussi, je pense, illustrer, hein, on va prendre l'exemple du vert, jaune, rouge, pour que ça soit plus simple. Le classique. Le classique. Les enfants sont relativement petits aussi. Ce sont une formule qui est simple. Ils savent que, bon, ce comportement-là est vert, il est attendu, il correspond au standard. Comportement, on va se dire taper un ami parce que, je sais pas, il y avait une colère, un besoin non répondu. Oh, ça, c'est rouge. Mais donc, le fait de les catégoriser, c'est quoi? C'est comme si on venait mettre une pression, une nervosité à l'enfant de dire ce que t'as fait, c'est mal, quand lui, en dedans de lui, c'était juste comme tellement fort puis tellement senti. Ben oui, d'une part, c'est sûr qu'il y a une pression. Au niveau de la confiance, de l'estime de soi, c'est sûr que c'est pas optimal, hein? Puis ça continue dans le temps, là, en milieu scolaire, là, je le sais, là, qu'il y a des petits autobus qui montent et qui descendent. Puis encore une fois, tu sais, je fais attention. Je sais que les enseignantes sont très, très bien intentionné dans tout ça, tu sais. Mais au niveau de la confiance puis de l'estime, quand tout le groupe voit ma petite autobus qui est plus basse que les autres, c'est très humiliant. À la garderie, même chose. Moi, comme parent, quand j'arrive puis je vois que mon enfant est le seul à avoir un bonhomme vert, un bonhomme rouge dans ma journée et que les autres ont eu des bonhommes verts, c'est confrontant pour mon enfant et pour moi aussi comme parent, c'est humiliant, tu sais. Fait qu'il y a ça, mais il y a aussi qu'on n'enseigne absolument rien à l'enfant. Tout ce que je fais, c'est lui dire ton comportement est inadéquat. Il ne répond pas à mes attentes. Mais l'enfant, lui, il ne sait pas tes attentes. Faut que tu lui enseignes. Donc, pour lui enseigner, c'est pas en lui donnant une conséquence, en mettant un petit bonhomme, que l'enfant va comprendre c'était quoi tes attentes. Donc, je reprends ton exemple, l'enfant qui tape, l'enfant qui mord, il y a une fonction derrière le comportement, il y a un besoin. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de m'exprimer, cet enfant-là? Est-ce qu'il est en train de dire, t'es beaucoup trop proche de moi, pousse-toi? Est-ce qu'il est en train de dire, là, en ce moment, je me sens pas bien, je vis une émotion, puis c'est comme ça que je l'exprime? Est-ce que c'est parce que je suis impulsif, puis là, ben, ça donne que j'avais une bébelle dans la main, puis c'est ça qui est arrivé, je l'ai lancé? Il y a toutes sortes de raisons derrière ces comportements-là d'attaque. Si je mets un petit bonhomme à l'enfant, ben l'enfant, il va le répéter encore, ce comportement-là. Un, il sait pas comment réagir. Et deux, ben là, il y a une question de maturation cérébrale aussi. Donc, même si je répète et que j'enseigne à mon enfant de 2, 3, 4 ans, ben je vais continuer à répéter, puis il va continuer à le faire, le comportement désagréable, parce qu'il n'a pas encore la capacité d'inhiber ses pulsions, tu sais. C'est ça. Il y en a du stock dans ce sujet-là. Là. C'est de comprendre que
souvent, les gens vont dire, je vais y mettre un rouge, il va comprendre que c'est pas correct, fait que demain, il va faire un effort. Mais c'est pas une question de bonne ou de mauvaise volonté. L'enfant a pas le contrôle sur la manière dont son cerveau se développe. Il a pas le contrôle sur ses émotions non plus, sur l'intensité de ses émotions. Il a pas le contrôle sur ses stimulations sensorielles, justement, si ça envahit parce que la personne est trop... C'est pas une question de bonne ou de mauvaise volonté. C'est notre job d'adulte d'aider, de pallier à l'immaturité de nos enfants pour les faire évoluer. Mais quand je suis en train d'y mettre un rouge, là, ben, je suis pas en train de l'aider, là, je suis en train de couper le lien affectif entre lui et moi, parce que je suis en train de dire que, ben, moi, je suis pas là pour t'aider, en fait. C'est moi, inadéquat, mais reste c'est avec ça. C'est ça. Je comprends. C'est ça. On n'est pas dans l'aide. OK, je vous entends. On va prendre un exemple à la maison. Moi, j'ai 3 enfants. Je suis loin d'être une enseignante qui en a 20 quelques ou une éducatrice qui en a 10, là, mais allons-y avec mes 3. Ma plus vieille, disons, a un comportement inadéquat. Au lieu de lui mettre un rouge ou une punition ou, je sais pas, là, un X sur le calendrier, donc si elle a tant de X, elle aura pas le bonus, peu importe. Comment je peux l'accompagner? Je comprends que c'est aller dans le besoin, mais je veux dire, une fois que l'enfant fait un comportement dangereux ou quelque chose, tu sais, on dit toujours que la parentalité bienveillante, c'est pas de laisser nos enfants tout faire, OK? Mais comment asseoir une certaine autorité ou discipline sans catégoriser le comportement, c'est possible? C'est nécessaire de nommer, justement, de mettre ce cadre-là. Par exemple, ben là, mon amour, je peux pas te laisser taper ton frère, ou je peux pas te laisser briser ma maison s'il est en train de lancer quelque chose dans la télé. Je peux pas te laisser faire ça. Viens ici, je vais t'aider. Oh là, je vois qu'il y a beaucoup de colère dans tes mains. Viens ici, je vais t'aider parce que je peux pas te laisser taper ton frère. Donc, c'est de voir au-delà du comportement, de pas s'arrêter à, ben non, hey, ça, tu sais qu'on fait pas ça. Non, ça, c'est pas beau. Ça, c'est dire, c'est inadéquat ce que tu es en train de faire. On s'entend, le comportement, on veut pas qu'il le reproduise, puis on doit le nommer. On doit mettre ce cadre-là. Ça, c'est important. Faut le nommer. Oui, faut quand même qu'ils comprennent que là, c'est ça. Mais c'est parce que, puis aussi, c'est que si je dis, ben là, t'es dans le rouge, ben c'est tu rouge. C'est pas ton comportement qui est inadéquat. C'est toi, là, ta personne, ton nom, ta face est dans le rouge, là. Ouais. C'est ça qui est... Surtout socialement, que ce soit socialement envers les 3 enfants ou un plus grand groupe, toi, tu es dans le rouge ou toi, ce que tu as fait est inacceptable versus les autres, ça peut miner fortement l'estime de soi à long terme. C'est que l'enfant va l'intégrer assez rapidement que lui, de toute façon, il risque de finir avec un rouge. Fait que c'est pour ça que tous les systèmes de renforcement, les petits tableaux avec les petites gommettes et tout ça, ça ne fonctionne pas dans nos attentes. Nous, ce qu'on veut, c'est que l'enfant arrête de faire ce comportement-là qui est dérangeant. Ça ne fonctionne pas parce que l'enfant, de toute façon, il va finir par se dire, ben regarde, je vais en avoir un rouge. Fait que je vais saboter. Là, on parle pas des plus petits, 2-3 ans, mais tu sais, à partir de 4 ans, 5 ans, en montant, ils vont saboter. Donc, si tu dis, ben regarde, après 3 petites gommettes, tu vas avoir une récompense, ben là, regarde, j'ai eu un mauvais comportement, entre guillemets, aujourd'hui, je vais avoir un bonhomme rouge, fait que regarde, je vais te faire suer le reste de la journée, tu sais. C'est déjà perdu. Ben, ça apprend pas à l'enfant à se responsabiliser. C'est ça qu'on veut, favoriser la motivation intrinsèque, pas extrinsèque. Tu veux pas qu'il le fasse pour avoir son anane au bout. Tu veux pas qu'il le fasse juste pour te faire plaisir et pour répondre aux attentes. Tu veux qu'il le fasse parce que c'est logique. Donc non, je vais pas taper mon frère ou ma sœur, pas à 2 ans. À 2 ans, il va continuer de taper. Mais tu sais, à 4 ans, 5 ans, bon, c'est pas évident encore. Je vais peut-être taper de temps à autre mon frère ou ma sœur, mais je comprends que ça lui fait mal. Puis moi, je l'aime, puis je veux pas tant lui faire mal. Donc, ça se pourrait qu'éventuellement, j'intériorise que ben le comportement attendu, c'est que je sois doux avec ma sœur, mais avec les gens qui m'entourent, tu sais. C'est ça qu'on souhaite, que l'enfant le fasse parce que c'est logique dans sa tête, pas « je veux pas me faire chicaner ». Et tous les systèmes de renforcement, là, parce que là, encore une fois, moi aussi, je vais mettre des gants blancs, je sais qu'il y en a plein à la maison qui le font, là. Je sais. Mais il y en a plein. On en voit plein. C'est normal, on a été élevés comme ça. C'est ça. C'est normal. Enfin, je l'ai fait. J'ai eu des systèmes de billets. Choisis ta récompense. Il n'y a rien que j'ai pas fait, moi aussi. Ma grande de 18 ans, là, à l'université, on nous avait enseigné ça. C'était bien bon, les tableaux de renforcement. Mais dites-vous que chaque fois qu'on donne une récompense par rapport à un comportement, il y a aussi le côté tendancieux d'être une punition. Cette récompense-là, si tu ne l'as pas,
ça devient une punition. Un peu comme un employé, tu lui promets un boni, il travaille, là, il voit qu'il n'atteindra pas le boni, Voilà, je vais une saboter. motivation extrinsèque. Mais là, la question qui tue, avec le temps qui nous reste, comment tenter de stimuler avec justement des jeunes là, à qui on peut pas faire un exposé pendant 1 heure, Non. la motivation intrinsèque. Comment allumer ça pour que ça vienne de lui? La clé, et ça c'est rapide, là. La clé, c'est dans la relation. Pense à un employeur. Si t'es toujours, tu sais, tout le monde est l'employé du mois, mais toi, tu l'es jamais. Ben, tu vas finir par te dire que ton boss, il t'haït. Il t'aime pas la face. Puis si t'as l'impression qu'il t'aime pas la face, t'auras pas envie de faire des pieds et des mains pour lui. Non. T'auras pas envie de collaborer. T'auras pas envie de donner le maximum de toi pour cette personne-là. Même que tu vas avoir envie de faire le strict minimum, puis ça se pourrait même que tu aies envie de faire le contraire de ce qu'il te demande. Fait avec nos enfants, c'est la même chose. On ne peut pas s'attendre à avoir de la collaboration si on n'est pas d'abord connecté avec l'enfant. Puis les systèmes de récompense, quand on met l'enfant dans le rouge, comme je disais tantôt, ça vient couper le lien affectif, ça vient montrer à l'enfant qu'on n'est pas d'accord avec lui, puis qu'on ne l'approuve pas, alors qu'il faut avoir le message contraire. Je t'aime comme tu es, puis je suis là pour t'aider. Tes problèmes, c'est mes problèmes, t'es pas tout seul là-dedans. I got you. C'est ça qui va faire en sorte que l'enfant va nous suivre n'importe où. Puis je suis d'accord avec Sarah, là, quand on parle de connexion, de relation. L'enfant, là, qui a un attachement sécurisant avec son parent, là, il va chercher à tester la relation Ben oui. une fois de temps en temps. Alors, c'est sûr Je et dirais certain. souvent, des fois. Ben oui, très souvent. Alors, comme disait Sarah, à un moment donné, ça se pourrait qu'il fasse le contraire de ce que je lui demande, mais il est en train de tester Est-ce sa qu'elle va m'aimer quand relation. même? Est-ce qu'elle va m'aimer quand même? Alors, si on y va avec des récompenses, des punitions, puis avec des menaces, parce que ça finit toujours en menaces, Ouais, les le tableaux de chantage, récompenses, ben, là. Ah, ben là, t'auras pas ton collant. Attention. Mais ça devient une menace. ouais. Puis ça, c'est pas efficace. Alors là, l'enfant, il est ébranlé dans sa relation avec son parent, puis il se dit, attends un petit peu, je vais tester ma relation. Est-ce que mon parent m'aime encore? Est-ce que je peux encore avoir confiance en lui? Donc, il va faire toutes sortes de niaiseries. Il va tester le cadre. Le cadre étant la clôture dans ta cour. Il va monter dans la clôture, puis il va shaker comme il faut pour être sûr qu'il est encore solide et que ce lien affectif-là, il est encore là, tu sais. Fait que finalement, on se tire dans le pied. Mais là, est-ce qu'on peut C'est ça. se rattraper? C'est Ben ce que oui. j'allais Ben dire. oui, on peut se rattraper. Là, on l'a Ah ouais, dit, on c'est l'a ça. tout fait, puis je suis C'est ça. certaine qu'il y en a qui écoutent l'épisode. Puis On n'a pas OK, scrappé nos enfants, là. Phew. Mais Je me non! fais pas casser. On n'a pas scrappé nos enfants parce que, comme le disait Sarah, tout est dans la relation. Fait que ta relation, là, elle se définit de plein de façons, tu sais. T'accompagnes ton enfant vers le sommeil, tu l'accompagnes dans ses émotions, tu accueilles ce qu'il vit, tu sais. Je veux dire, tu fais plein d'autres affaires, là, dans ta relation. Ça, c'est peut-être la petite affaire que tu dis, ah, ben, regarde bon ça, finalement, ça marche pas travailler, tant. là. Mais t'as pas scrappé ton enfant pour autant, puis tape-toi pas sur la tête si t'as fait ça. Je vous le dis, moi, je l'ai fait, là. Je l'ai fait beaucoup, mais je m'en suis rendu compte assez rapidement que ça fonctionnait pas. Puis moi, je me rappelle qu'à l'université, on nous disait, un tableau de renforcement, là, c'est bon, mais ça dure 3 semaines. C'est C'est ça. efficace 3 semaines. ça. Mais pourquoi tu penses que c'est efficace 3 semaines? Sur On a 18 notre ans, réponse, ça gang, va, là. ouais. Ben oui, c'est ça. Mais on n'avait pas toutes ces connaissances-là sur les neurosciences affectives et sociales, puis même en lien avec la théorie de l'attachement, on ça. comprenait pas tous les comportements d'attachement d'enfant, parce que ça reste qu'un enfant qui fait plein d'affaires pour te faire suer, quand il y a un attachement sécurisant, ça demeure des comportements dits d'attachement. Il te réclame. Il vit quelque chose, il garoche des affaires dans les airs, il te réclame. C'est un comportement d'attachement. Il a C'est besoin de toi. rassurant comme parent. C'est de voir ça comme mon enfant, il a besoin de moi. Mon élève a besoin de moi. Et je reviens avec tes problèmes, c'est mes problèmes. problèmes. T'es pas tout seul là-dedans. Je suis là pour toi. C'est ça qu'il a besoin d'entendre, mon coco. Wow! Je vais l'accueillir. Moi aussi, le digérer, parce que pour vrai, je vous entends, je vous sens, mais je pense que c'est le genre d'épisode qu'il va falloir écouter 2 fois pour Ouais. bien saisir, parce que on est habitués. Même nous, justement, on est conditionnés comme parents, des fois, à avoir une Ouais. façon d'intervenir. Donc, déconstruire ça dans notre tête, Ouais. se mettre au même diapason avec notre coparent aussi. Oui, oui, et oui, oui. avancer ensemble, faire front commun ensemble pour Ouais. bâtir une relation sécurisante et Ouais. dire tes problèmes sont mes problèmes, puis je vais toujours être là. Merci.
faites confiance au processus. Faites confiance au processus. Je le sais que c'est confrontant tout ça. Des fois, c'est long. Puis il y a des affaires que vous vous dites, je suis pas sûre que ça va marcher, je suis pas sûre d'y croire. Fais juste l'essayer. Fais confiance au processus, tu nous en reparles. Bonjour, Madame Gaudreault. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bonjour, merci de m'avoir invitée. D'abord, on parle depuis le début de l'épisode de la catégorisation des comportements. Mais avec vous, j'aimerais qu'on aille plus loin sur le système de gestion des comportements. Divers systèmes ont été mis en place au fil du temps pour nous aider les parents, mais aussi les professionnels. Je pense à ceux qui évoluent en milieu de garde ou même à l'école, à gérer, si on veut, un système classe lorsqu'il y a plusieurs enfants en collégialité. Parfois, on le sait, les comportements, c'est pas toujours évident. On leur demande d'écouter, mais bon, ce sont des enfants. Même nous, les adultes, parfois, on a de la difficulté à se concentrer, à écouter la consigne. Depuis quand voyez-vous dans les études que les systèmes de gestion des comportements qu'on connaît aujourd'hui, comme le vert, le jaune, le rouge, sont peut-être des options à mettre de côté, qu'on devrait privilégier autre chose dans le système des gestions de classe? En fait, là, je peux pas vous donner une date exacte, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ces systèmes-là peuvent prendre toutes sortes de formes. Et nécessairement, ça fait en sorte que un éducateur ou une éducatrice qui a un genre de système qui utilise les feux de circulation, comme vous voulez le nommer, versus une autre personne dans une autre classe ou avec un autre groupe qui l'utiliserait aussi, la façon de l'utiliser. Donc, quels sont les comportements attendus pour, par exemple, obtenir un verre? Est-ce que ces comportements-là sont vraiment, je dirais, accessibles pour tous les élèves? Est-ce qu'on l'utilise de façon pas dépendante, mais interdépendante? C'est-à-dire que tous les enfants ou tous les élèves vont avoir chacun leur évaluation individuelle. Puis là, on voit, par exemple, au mur, l'enfant qui est dans la section ensoleillée, d'autres enfants dans la section nuageuse. Tandis que dans le groupe à côté, on pourrait avoir ça, mais c'est le groupe au complet qui est évalué. Donc là, on parle plus d'un système, dans ce cas-ci, qui est interdépendant, tandis que dans mon premier, c'est un système indépendant. Donc, chacun a, par exemple, sa petite voiture qui avance sur l'autoroute, tandis que dans l'autre, on fait plus une évaluation de groupe à la fin de notre période ou à la fin de notre journée. Fait que déjà, on voit que, oui, j'ai des feux de circulation ou j'ai des voitures ou peu importe, je veux dire, l'image utilisée là pour évaluer ou gérer le comportement, mais dans les deux cas, on n'aura pas les mêmes impacts. Alors, il y a plusieurs critères à considérer. Donc, avant de dire c'est bon ou c'est pas bon, il faut vraiment savoir quels sont les comportements, à quelle fréquence c'est évalué, est-ce que c'est fait de façon systématique, est-ce qu'on enseigne vraiment les comportements aux enfants, est-ce que les enfants voient ça comme une mesure d'aide ou comme des mesures punitives, parce que c'est essentiel aussi que ça soit perçu comme des mesures d'aide. Donc, vous comprenez, juste autour de cette réponse-là, on pourrait s'en parler très, très longtemps. Donc, on peut pas dire la recherche a dit que c'est pas bon ou c'est bon. La recherche a permis d'identifier les conditions d'efficacité au recours à ces systèmes-là. Et là, évidemment, faut vraiment y aller en cas par cas. On peut pas dire voici ce qui devrait être en place dans tous les groupes parce que les besoins des enfants dans chacun des groupes ne sont pas les mêmes. Donc, il n'y a pas un système qui devrait être implanté partout sous prétexte qu'il serait bon partout. Je comprends, mais ça ajoute justement à la complexité de la chose aussi. Exactement. C'est ça. Puis c'est pour ça, je pense qu'il y a plusieurs systèmes actuellement qui ne sont pas efficaces parce qu'ils ne respectent pas les conditions d'efficacité liées à ces systèmes-là. Bon, pour revenir, peut-être décortiquer quelques éléments de votre réponse, on parlait d'un système, vous nous parlez d'un système interdépendant. Donc, ce que je comprends, par exemple, évaluer le groupe. On dit, on y va dans le groupe. Est-ce que le groupe a eu une belle, disons, journée? On serait dans le vert, par exemple. Oh, une journée un petit peu plus difficile dans le jaune, puis une mauvaise journée dans le rouge. Est-ce que ce serait un système peut-être davantage à privilégier, mais en même temps, s'il y a certains élèves turbulents qui font que le groupe se retrouve toujours dans le rouge, est-ce que ça peut amener aussi des frictions à l'intérieur même du groupe? En fait,
Faut d'abord commencer par mesurer quels sont les besoins. Alors, si je suis avec une classe ou un groupe d'enfants qui, pour la plupart, adoptent de bons comportements, que oui, bon, il y a un peu d'agitation, quelques petits écarts de conduite, mais rien de majeur, rien vraiment qui nécessite des interventions personnalisées ou individualisées pour certains jeunes, bien, c'est sûr que moi, je ne perdrais pas mon temps avec un système indépendant où chaque élève est évalué pour X comportement, parce que ça demande énormément de temps, d'énergie, ça aux éducateurs ou aux enseignants. J'irais vraiment plus avec, comme vous le dites, un système interdépendant, donc une évaluation de groupe. Donc, on a fini notre période, on a fini notre journée, on s'était donné un objectif ou un comportement vedette pour la journée, parce que ça aussi, on peut pas dire on a fait une belle journée, parce qu'une belle journée, ça veut rien dire. Bien, cela, là. Ça réfère vraiment juste à la perception ou à la subjectivité de l'enseignant ou de l'éducateur. Donc, il faut que les enfants sachent clairement, si je vois que, je sais pas, ce sont les transitions qui représentent un défi ces temps-ci, alors là, je vais enseigner de façon explicite comment faire les transitions de façon plus rapide, plus respectueuse, c'est selon ce qui est problématique. Souvent, c'est le temps, c'est trop long, l'habillage, le déshabillage, par exemple. Ça peut être ça notre défi. C'est quand même un bon défi. Alors là, je pourrais vraiment enseigner de façon explicite aux enfants comment réaliser les transitions de façon plus efficace, plus rapide, valoriser les enfants pendant qu'ils fournissent des efforts. Et oui, là-dedans, il y en a qui ont plus de difficultés que d'autres, bien sûr, mais je vais encourager les autres enfants à les aider, ces élèves-là, puis à les soutenir. Fait que vous comprenez que quand l'évaluation est pour toute la classe ou pour tout le groupe, tout le monde a avantage à s'entraider puisqu'on dépend tous les uns des autres. Si le système est juste chacun pour soi, ben vous comprendrez que si je ramasse des pompons ou de l'argent scolaire ou peu importe, que j'ai un système de points, puis qu'à partir de X nombre de points, je peux me choisir une surprise dans le coffre au trésor, ben nécessairement, je vais centrer mes énergies sur moi-même, là. Alors, quels sont mes avantages à moi d'aider Samuel qui a plus de difficultés à demeurer silencieux, à marcher plutôt que courir dans les corridors, etc. Ben, moi, j'ai aucun avantage, là. Ben, vous comprenez qu'il y a un système qui va favoriser l'entraide, la coopération, tandis que l'autre va plus inciter à la compétition. Fait que là, ça va avec toutes nos valeurs aussi, là, qu'on veut. Et qu'est-ce que vous avez observé dans la recherche, justement? On parlait individuel de compétition, mais j'allais même dire d'évaluation, si on peut dire, de l'élève, parce que lorsque c'est individuel, je prends un exemple de mes enfants, ils ont tendance à me le dire parfois, ce sont souvent les mêmes élèves qui se retrouvent en bas de classement, où on le sait, si un élève est un peu plus turbulent, mais il va avoir plus de difficultés que peut-être un autre à adopter le comportement vedette du jour. Donc, quels sont les impacts pour ces enfants-là qui se retrouvent toujours en queue? Est-ce que ça les motive vraiment à rattraper le groupe? Ou à la limite, ils peuvent dire, regarde, j'abandonne, de toute façon, moi, je suis nulle, puis j'échoue toujours. Votre exemple, je pense que c'est un cas de figure qui est présent dans plusieurs classes, dans plusieurs groupes de services de garde également. Nécessairement, lorsque j'instaure un système indépendant, donc on comprend bien que c'est un système où chaque personne est représentée par une petite abeille ou peu importe. Là. Moi, j'ai déjà vu ça souvent, les petites abeilles qui étaient dans la ruche, c'est ceux qui se comportaient bien, puis ceux qui étaient à l'extérieur de la ruche, c'était un peu des abeilles délinquantes. Alors, eux autres, qui étaient exclus un peu de la ruche. Quand même imagé, hein? Donc, la majorité, disons, du groupe se retrouve dans la ruche et certains sont exclus. On le voit même visuellement. Oui, c'est ça. Ou encore des petits véhicules avec les enfants qui se comportent bien. Leur véhicule se promène sur l'autoroute et il y en a le véhicule est au garage. Le véhicule a fait un accident dans le fossé, tu sais, toutes sortes de trucs comme ça. Tu perds ton permis de conduire, donc tu perds ton droit de circuler de façon autonome, ton droit de travailler en équipe, ton droit de... Tu sais, il y avait comme un système en lien avec un peu comme des points d'inaptitude, mais qui se trouve être transféré au niveau de la gestion des comportements en classe. Mais il faut comprendre que ces systèmes-là peuvent fonctionner seulement si tous les élèves ou tous les enfants sont capables de répondre aux attentes qui sont à ce moment-là les mêmes pour tout le monde. Alors, si je suis dans un groupe où il n'y a pas d'enjeu de comportement, tous les enfants ont quand même un bon répertoire de comportements appropriés, sont capables quand même de faire preuve de respect, d'autocontrôle, mais avec cette classe-là,
vu que je suis persuadée que tout le monde est capable de rester dans la ruche, mais à ce moment-là, je pourrais un peu l'utiliser comme système d'émulation, parce que c'est comme ça qu'on appelle ça. Le but de l'émulation, c'est de susciter la motivation par la comparaison avec les autres. Donc, c'est sûr que si je peux, si mes pairs sont comparables à moi, ça va me stimuler. Mais si je sais que mes pairs sont vraiment meilleurs que moi, et que j'aurai vraiment de la difficulté à compétitionner avec eux, nécessairement, je vais me retrouver, comme vous le dites, un peu stigmatisée, toujours dans le bas de la pyramide, toujours dans le rouge ou toujours à l'extérieur de la petite ruche. Et là, vous l'avez très bien dit, ben, qu'est-ce que ça peut avoir? Ben, évidemment, ça contribue, ça c'est tout démontré par la recherche. Ben, premièrement, le système en soi n'enseigne pas. Hein? Ça n'enseigne rien, ça fait juste ça ne donne pas de stratégie, donc, à l'enfant qui se retrouverait à l'extérieur de la ruche pour l'aider. Puis comme on disait tout à l'heure. Ils sont pas meilleurs, là. Non, c'est ça. Et si les enfants dans la ruche accumulent, par exemple, de l'argent scolaire, eh bien, pourquoi moi, qui a une certaine facilité à répondre au comportement attendu, j'irais aider l'autre, ça me donnera rien de plus. Exactement. En tout cas, le système valorisera pas ça. Je dis pas que l'intervenant, lui, le valorisera pas, là, mais il n'y a pas un système qui est compatible avec ces valeurs-là. C'est ce que je veux dire. OK? Donc, ça, c'est la première chose. C'est le fait, il y a certains intervenants qui croient que le fait d'instaurer un système de la sorte va permettre à ces élèves-là ou à ces enfants-là de s'améliorer. Seulement s'ils ont déjà la compétence. Donc, si j'ai pas les habiletés sociales encore qui sont nécessaires pour répondre à l'objectif qui est lié au cumul de points, par exemple, c'est pas parce que tu me mets ce système-là que je deviendrai plus compétent socialement, là. Ça n'enseigne rien. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ça peut avoir un effet de stigmatisation au sein du groupe. Les gentils, les pas gentils. Ouais. Et moi aussi, il m'est arrivé dans ma vie de parent d'avoir un témoignage, entre autres de ma fille qui m'avait, lorsqu'elle était toute petite au début de la scolarisation, qui m'avait dit, bon, tel enfant de la classe, mettons que je l'appelle Samuel, peu importe, ben Samuel aujourd'hui a eu, mettons, 18 crochets, maman. Est-ce que tu y penses? 18 crochets. Alors, c'était pas un système de couleurs, mais c'était des crochets. Mais c'est un peu le même principe. Le même principe. Alors, pour qu'elle me rapporte ça à la maison quand elle est âgée de 6 ans ou 7 ans, c'est qu'elle était un peu scandalisée à quel point cet enfant-là était désobéissant. Donc, ça amène la construction d'un statut social qui est négatif. Donc, les enfants vont être moins tentés ou moins portés à aller jouer avec ces autres enfants-là parce qu'ils ont un statut négatif. Alors, qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'ils ont plus de difficultés à s'intégrer socialement à cause de cette identification-là qui est publique, qui est vue de tous. Et nécessairement, ça peut aussi entraver le développement d'une relation positive avec l'intervenant, l'enseignant, l'éducateur, l'éducatrice, parce que surtout, c'est utilisé de façon punitive, des fois avec un ton réprobateur, avec bon, encore une fois, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça, je te mets dans le rouge. Ben, l'enfant, il se sent pas bien, il se sent pas à la hauteur et il se sent pas en sécurité non plus, là, tu sais. Tandis qu'un autre intervenant qui l'utiliserait, mettons, ce même système-là, mais juste pour lui, il y a un système de groupe, mais lui, il a des défis particuliers. Donc, il y a un petit pacte avec cet enfant-là, avec ses parents. On s'est fixé ensemble un défi précis, particulier, et je l'amène à s'auto-évaluer ou on fait une co-évaluation. Donc, à la fin de la journée, je prends quelques minutes avec lui ou avec elle. Bon, comment ça a été aujourd'hui pour notre défi qui est tel truc? Puis là, il y a des mesures d'aide qui sont planifiées, il y a des mesures d'encouragement qui sont planifiées, il y a tout ça qui est planifié. Et là, ben cet enfant-là a beaucoup plus la possibilité d'atteindre son objectif puisqu'il est personnalisé à sa réalité, à ses besoins. Puis il ne sera pas stigmatisé publiquement, vous comprenez? Non, et ça peut favoriser sa propre progression. Parce que si on prend l'exemple des crochets, quelqu'un qui est à 18 crochets, mais déjà le lendemain, s'il arrive, par exemple, en ciblant un comportement qui est amélioré, à avoir, je sais pas, là, 14 ou 13 dans un système fermé, puis le lendemain, 11, 10. Pour lui, c'est déjà merveilleux. Même si la moyenne des enfants ont entre 1 et 3 crochets, on comprend qu'il est à l'extérieur de ce groupe-là, mais pour lui-même, il a fait des efforts surhumains, là.
Oui, puis j'ai envie de vous dire, moi, il n'y aurait pas de crochet pour personne en avant, là. Je Il n'y comprends. aurait pas de crochet, tu sais. J'irais avec les interventions. Puis ceux que je vois que mes interventions visuelles, l'aide opportune, l'ignorance intentionnelle, la proximité, répéter les consignes, faire l'enseignement explicite, tous ces trucs-là, si je vois que pour tel élève, ce n'est pas suffisant, ou tel enfant, c'est pas suffisant, ben pour lui ou elle, je vais faire ça, mais de façon individualisée. Ça ne sera pas affiché publiquement. À la limite, si je suis dans une classe, il y aura une petite feuille sur son pupitre à lui, puis à lui-même mettre ses crochets quand je fais un avertissement ou j'ai un signe, puis on établit, quand je fais ce signe-là, là, ça veut dire qu'il faut que tu te mettes un crochet. Puis au début, ça pourrait être juste une auto-évaluation après 2-3 jours, dire, bon, mais qu'est-ce que tu en penses? 18 fois qu'il a fallu que je te rappelle tel truc. Est-ce que tu trouves que c'est beaucoup? Puis ça, on peut faire ça dès qu'ils sont petits, là, tu sais, à partir du moment où c'est visuel, puis ils voient que c'est quand même impressionnant en termes de quantité, ben là, on se fixe un objectif. Ben là, on a une moyenne de 18. Penses-tu que tu es capable de descendre à 14 ou à 10? Puis là, après ça, ben déjà, c'est un défi à sa mesure. Parce qu'il faut se rappeler que la majorité, moi, des enseignants que j'ai visités dans leur classe me disent, quand je vois qu'il y a un système indépendant, donc chacun sa petite voiture, peu importe. Et public. Oui, fait que là, je leur demande pourquoi avez-vous ça et pour qui le mettez-vous en place? La plupart du temps, on me parle de 2-3 élèves en difficulté. Puis ils me disent, ben, je voulais pas le stigmatiser, donc j'ai mis le système pour tout le monde. Alors, il y a une bonne intention derrière ça, le mettant pour tout le monde. Le problème, c'est qu'on perd énormément en efficacité. Parce que d'être systématique, d'être rigoureux pour l'application d'un système auprès d'une quinzaine d'individus, c'est beaucoup plus difficile que de le faire de façon systématique et solide pour 2 ou 3. Puis en plus, ben, je suis obligée d'avoir un objectif qui s'adresse à la masse. Mais ces 2-3-là, puis qui ne cadre pas avec les difficultés de ces 2-3 enfants-là, je comprends. Exactement. Puis c'est pour ça qu'avec des objectifs qui s'adressent à la moyenne, bien, ces enfants-là qui ont des difficultés vont se retrouver toujours dans le rouge parce que l'objectif est trop élevé pour leur niveau de développement actuel. Mais est-ce qu'une autre solution à privilégier, justement, si on y va avec un système qui est peut-être plus personnalisé, donc aussi plus confidentiel pour les quelques enfants auxquels ça pourrait davantage s'appliquer, pourrait être de favoriser, par exemple, les équipiers? On le sait qu'il y a certains enfants qui, eux, fonctionnent en général bien dans les consignes, dans l'environnement social, donc de les jumeler pour que, parce qu'on parlait tout à l'heure, lorsqu'il y a un système de groupe, qu'on peut favoriser l'entraide. Mais comme ça, de favoriser l'entraide, ça peut éviter justement la stigmatisation parce que les enfants qui peuvent avoir certaines difficultés à bien fonctionner dans le groupe pour diverses raisons peuvent avoir, je sais pas moi, un aspect très comique, tu sais, ils ont certainement des qualités parfois créatives ou autre chose. Donc, stimuler ces créativités-là pour qu'ils puissent retrouver leur place au sein du groupe et ne pas justement être mis à côté de la ruche, là. Oui, ben c'est certain que là, ce que vous parlez, c'est vraiment l'importance du statut social au sein d'un groupe. Donc, c'est certain que si moi, j'ai certains enjeux, certains défis par rapport à un champ de compétences, disons que c'est sur le plan social, ça pourrait être au niveau des compétences à apprendre à lire ou à écrire, peu importe. Ouais. Il y a personne qui est bon dans tout, là, tout le monde a des défis à quelque part, mais mon rôle comme éducateur ou comme enseignant, c'est de m'assurer de faire briller tous les enfants dans la semaine ou idéalement chaque journée quand j'ai suffisamment de temps avec eux. Donc, c'est de mettre en lumière, de valoriser toutes leurs forces, toutes leurs capacités. Alors, c'est sûr que au sein de travail coopératif, dans les équipes ou dans la réalisation de projets de groupe ou de projets qui mettent en commun les forces de plusieurs individus, ben ça va être plus facile pour moi de le mettre en évidence. Et je pourrais après ça dire aux enfants, ben vous savez, mettons qu'on, je sais pas, on a des présentations orales à faire, je présente mon animal préféré, mettons. Ben il y en a qui vont être super à l'aise là de parler devant le groupe, mais il y en a d'autres qui dormiront pas la veille là parce que ça va les terroriser, ils vont être super gênés, timides, etc. Donc, tu sais, développer l'empathie, ça passe par tout ça en disant, ben vous savez, ce matin, on a cette activité-là, il y en a qui ont vraiment hâte, mais il y en a d'autres pour qui c'est une source de stress. Ça veut dire qu'ils ont le cœur qui bat plus vite, ils ont un peu plus chaud, ils vivent ce qu'on appelle un peu de l'anxiété puis du stress vraiment là, avec les symptômes physiques qui s'accompagnent. Donc, voici comment se comporter pour les aider. Alors, ce que je veux voir et ce que je veux entendre, c'est des enfants qui s'entraident. C'est des prends ton temps, c'est pas grave si t'hésites, les idées vont te revenir. Puis là, on enseigne, on modélise comment faire. Tu sais, depuis tantôt, je parle d'importance
d'enseigner de façon explicite les comportements tendus. Mais c'est pas juste en pointant c'est bien ou c'est pas bien qu'on enseigne. C'est vraiment en modélisant, en faisant des démonstrations, puis en valorisant tous les efforts que les élèves font dans les activités de toute la journée, dans les déplacements, dans les bricolages, peu importe quand, que je vais les amener à développer leurs compétences. Et ça, c'est vraiment plus efficace qu'un système, là. Parce que le système, c'est pas vous, là. Tu sais, un système, ça n'enseigne rien, comme je disais. Alors, il faut vraiment se demander d'abord, est-ce que j'ai mis des règles claires dans ma classe, dans mon groupe? Est-ce que j'ai mis en place une routine qui est efficace, qui permet aux enfants de se sentir en sécurité, qui permet de développer leur autonomie? Est-ce que j'ai développé des relations positives? Est-ce que je m'oblige à bien connaître tous les enfants qui sont sous ma responsabilité? Parce qu'il y en a qui sont plus secrets. Est-ce que je vais vers eux? Puis celui qui est moins poli, là, qui est peut-être moins agréable, est-ce que je me donne le mandat de trouver ses qualités quand même? Ou je me dis, oh, il est pas fin, donc ça me tente pas de passer. Il faut jamais oublier que nous sommes des humains, là. Inévitablement, on a des liens qui se créent avec certains enfants plus facilement que d'autres. Et ça, il faut l'accueillir. C'est normal. En même temps, est-ce qu'on se donne le défi, peut-être, comme adulte, d'aller un peu plus loin? Exactement. Puis ce que vous dites, là, c'est tellement important. Moi, je dis toujours aux futurs enseignants à qui j'enseigne à l'Université Laval, je leur dis toujours, vous savez, avec les élèves qui ont des défis sur le plan du comportement, quand vous allez commencer votre année scolaire, quand vous allez rencontrer des nouveaux élèves, c'est pas ceux avec qui ça va cliquer du premier coup, avec qui vous allez avoir des atomes crochus, comme on dit. C'est vraiment avec ceux pour qui ça cliquera pas tout de suite. Puis ça, c'est votre côté humain qui est normal. Que, tu sais, on s'attire, il y a un chien, il a la même sorte de chien que moi, il aime aussi le hockey. Donc là, on a des intérêts communs. Donc, c'est plus facile de socialiser, d'échanger sur nos vies personnelles. Puis c'est ça qui crée des relations. Mais ceux qui sont moins portés à vouloir collaborer, qui remettent en doute nos règles, nos demandes, qui s'opposent, qui font des crises, bien, c'est sûr que de prime abord, ces élèves-là semblent moins attachants. On est moins porté à vouloir en savoir davantage. Mais moi, je suis toujours aux futurs enseignants, c'est auprès de ceux-là que vous devez consacrer votre temps et vos énergies à développer des relations, parce qu'avec les autres, ça va se faire de façon naturelle. Donc, pour eux, mettez-vous en place un système pour vous obliger à apprendre à les connaître, à les valoriser, à les apprécier. Tu sais, je donne souvent comme petit truc que j'utilisais moi à l'époque quand j'enseignais. Je me pigeais deux élèves chouchous en cachette, là, tu sais. Personne ne savait, mais c'était mes chouchous du jour. Okay. Fait que le matin que les enfants arrivent, ben, il y en avait 2 que j'avais pigés. Puis auprès de ces 2 enfants-là, je m'obligeais dans la journée à prendre des nouvelles de comment ça va leur loisir, dans la famille, qu'est-ce qu'ils vont faire en fin de semaine prochaine. Et je m'obligeais à écrire un message positif aux parents pour développer du même coup une relation positive avec les parents. Ce qui fait que si, je sais pas, moi, je vais avec n'importe quel chiffre, mais si il y a 20 jeunes dans la classe ou 10 jeunes dans le groupe au CPE, ben comprenez-vous, si j'en ai un par jour, ben après 10 jours, j'ai passé tout le monde, ça revient, là. Puis si j'ai un plus gros groupe et j'en prends 2 par jour, ben là, encore une fois, après 10 jours, avec un groupe d'une vingtaine de jeunes, ben ça revient. Donc, ce sont plus... Moi, j'ai tout le temps la tendance à dire, quand on me parle des systèmes, c'est pas que je suis contre les systèmes, mais ça prend beaucoup de temps et d'énergie, souvent, pour l'efficacité qu'on y retrouve, surtout quand c'est des systèmes qui sont individualisés comme ça, ben en fait, qui ne sont pas individualisés, mais qui sont indépendants. Donc, tout le monde a la même attente, là, tu sais, le même objectif de comportement, mais tout le monde n'a pas la même compétence pour répondre à l'objectif. Puis là, tu compiles ça, tu cumules les points, là, il faut que tu gères ces là. Ça demande beaucoup de temps. Tandis que si tu récupères ce temps-là pour soigner la relation, pour enseigner davantage, pour valoriser au quotidien davantage, ça va être beaucoup plus rentable, là. Ça, c'est sûr. Et en terminant, je tiens à ce qu'on parle, Madame Gaudreault, vous êtes, professeure titulaire à l'Université Laval, mais aussi membre du comité d'experts du Comité québécois des jeunes en difficulté de comportement. Et la mission vraiment est de favoriser le bien-être des jeunes qui vivent avec des difficultés. Elles peuvent être sociales, affectives, comportementales. Quelle est votre implication auprès du CQJDC?
Personnellement, ainsi que plusieurs de mes collègues qui œuvrent dans différentes universités, au sein du comité des experts, on travaille tous comme bénévoles, en fait, pour aider le CQJDC à remplir sa mission. Donc, il y a toutes sortes d'activités qui sont réalisées par le CQJDC. Pour ma part, je me suis investie pratiquement dans tous les comités qui existent parce que ça fait une quinzaine d'années que je suis investie au sein de ce comité-là. Mais sur le site web du CQJDC, on retrouve là, plusieurs ressources informatives qui pourraient intéresser les gens qui nous écoutent. Il y a plusieurs activités de formation gratuites qu'on peut visionner en ligne. Il y a des webinaires qui sont proposés plusieurs fois par année, des journées régionales de formation, un congrès aussi, le prochain congrès qui aura lieu au mois de mai dans la région de Québec, au Concorde, pour être plus précise. Les inscriptions sont d'ailleurs ouvertes en ce moment. Dans le fond, on va traiter de toutes sortes de thématiques, que ce soit le TDAH, l'anxiété, la gestion des émotions, les comportements difficiles. Et ça, c'est dès la petite enfance jusqu'à l'âge adulte. Donc, même ceux qui interviennent en formation professionnelle, il y a aussi des activités qui sont faites pour ces personnes-là. Puis le but, c'est vraiment d'aider tout éducateur avec un grand E, là, éducateur, éducatrice. Donc, qu'on soit parents, enseignants, intervenants, pour intervenir auprès de tous les jeunes, là, peu importe leur âge, qui ont des besoins sur le plan du développement des compétences socio-émotionnelles et comportementales. Puis, les gens peuvent s'inscrire à l'infolettre, suivre le CQJDC sur les réseaux sociaux pour être au courant. Il y a le comité de la Foucade, il y a une revue qui est gratuite, qui est publiée 2 fois par année en libre accès avec les gens en allant sur le site. Dans le coin des ressources, vous allez voir la revue de la Foucade. Des super bons articles là-dedans qu'on va retrouver pour tout le monde. Puis il y a un coin pour les parents dans la revue. Oui, c'est ce que j'aime aussi. Un coin vraiment pour les professionnels. On peut aussi aller chercher de l'information comme parents. Alors, c'est une mine d'or d'informations. Puis j'invite vraiment les gens là à faire ce petit détour-là après nous avoir écoutés. Je pense qu'ils vont être vraiment surpris par la richesse des ressources qui sont disponibles. Certainement. Moi-même, j'ai été surprise, honnêtement, avant d'entamer les recherches pour l'épisode, je ne connaissais pas. Donc, tous les liens du CQJDC sont sous l'épisode. Je vais le partager également sur les réseaux sociaux, mais je vous redonne le nom. C'est le Comité québécois pour les jeunes en difficulté de comportement. Une mine d'or de ressources gratuites, accessibles. Si même vous avez des questions précises, vous pouvez écrire. Vous allez voir, on nous répond là, rapidement, puis on pourra vous orienter, que vous soyez parents ou professionnels, vers les bonnes ressources. Merci beaucoup, Madame Gaudreault, de nous avoir éclairé, je dirais, aujourd'hui. Et je suis pas mal certaine qu'on aura la chance de se reparler dans le cadre d'un autre épisode. Et voilà, c'est ce qui complète cet épisode. Si vous avez des questions supplémentaires, des commentaires, n'hésitez pas à m'écrire via la page Facebook ou le compte Instagram du balado à la hauteur de nos tout-petits. Vous pouvez également le faire sur mes pages professionnelles, Maggie Bélanger, animatrice sur Facebook, ou Maggie, barre de soulignement Bélanger sur Instagram. Ça me fait toujours plaisir d'échanger avec vous. Un merci tout particulier à mes invités aujourd'hui, les généreuses Sarah Hamel et Mélanie Bilodeau, 2 psychoéducatrices que vous aimez tellement. Donc, c'est toujours un plaisir de les recevoir à l'émission. En segment coup de cœur, Nancy Gaudreault, qui est professeure à l'Université Laval et également membre expert du CQJDC, qui est le Comité québécois pour les jeunes en difficulté de comportement. Je vous le rappelle, visitez leur site web. C'est vraiment une mine d'or de ressources, d'informations, de formation également. Vous allez voir, les liens se retrouvent dans la description de l'épisode, mais leur site web est le cqjdc.org. Merci à Sylvain Berger-Thibault du Studio 706 pour la musique et le montage. Un merci tout particulier à Kaleido, le REE qui en fait toujours plus, grâce à qui je peux me permettre de vous offrir ces épisodes gratuitement. Mon nom est Maggie Bélanger et ça me fait toujours plaisir chaque semaine de vous accompagner afin qu'ensemble, nous soyons à la hauteur de nos tout-petits. Bye bye!